Dossier du jour, vous l'avez entendu, on va parler de désobéissance. Notre question est presque philosophique aujourd'hui. Faut-il désobéir pour changer le monde de demain? Réponse maintenant. Et on en débat ce matin avec nos deux invités qui s'installent à l'instant. Stéphane Guilbaud, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de Stop aux mensonges dans l'assiette. Et Emmanuel Bagès, bonjour. Vous représentez l'association Extinction Rébellion, une association internationale, toute jeune, créée en 2018, mais qui fait déjà des émules dans plus de 56 pays à travers le monde. Pendant que vous vous installez, je vais vous demander de vous tourner vers cet écran là-bas et vous allez regarder un sujet qui va rendre hommage ce soir sur France 3 aux lanceurs d'alerte, à ceux qui désobéissent. Regardez la bande-annonce de cette soirée. Ce sera à partir de 23h05 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai inhalé ces produits. Et voilà comment on recycle les déchets chez Arcelor. On balance de l'acide. Un lanceur d'alerte, c'est du courage, mais c'est énormément de sacrifices. Mais tu penses que c'est important qu'il y ait des gens comme papa qui le fassent? Bah oui, sinon Clearstream, ils auraient gagné. C'est un combat contre la montre, c'est la mort contre la montre. En France, 100 000 morts sont programmés dans les 10 années à venir. Moi, je suis pour la résistance et la liberté, évidemment. Et si je peux aider, ne serait-ce qu'un petit peu, à ce que ça ne se reproduise pas, eh bien, je suis prêt à tous les sacrifices. Voilà, une soirée documentaire donc à retrouver ce soir à 23h05 sur France 3. Et on parlera de pollution dans le bassin de Fos-sur-Mer. Et il y a de quoi dire. Et il y a énormément là-bas de lanceurs d'alerte et de désobéissants, dans le bon sens du terme. Merci à vous deux d'être avec nous. Stéphane Guilbaud, si je vous demande pourquoi vous avez écrit ce livre, Stop aux mensonges dans l'assiette, c'est parce que vous vous considérez vous aussi comme un lanceur d'alerte ? Alors, c'est une obligation en fait. Aujourd'hui, on est obligé de chaque individu de répondre à ça parce que, on le voit à travers la bande-annonce du documentaire, il faut une résilience très très forte. C'est des sacrifices. Moi, ça fait 20 ans de sacrifices pour un seul retour, une résistance. C'est une nécessité aujourd'hui. En fait, c'est plus qu'un droit ou un devoir, c'est une nécessité absolue parce qu'on est désinformé en permanence. Et vous en savez quelque chose parce que vous êtes un homme de communication. À la base, vous m'avez dit, vous étiez dans la communication, le marketing. Et aujourd'hui, vous vous battez contre ces instruments que vous connaissez bien. De quelle manière? Alors vraiment, vous vous êtes basé autour de l'alimentation et de l'industrie agroalimentaire. C'est ça, vous vous rebellez contre cette industrie. C'est déjà un vaste sujet. On apprend à désobéir de façon alimentaire, c'est-à-dire dans la même logique que la désobéissance civile, il faut rester dans les clous de la loi et il faut apprendre à renoncer à toutes les offres qu'on nous fait et surtout les offres du marketing. C'est très très difficile, on est obligé de rééduquer, c'est vraiment une notion de rééducation parce que c'est 30 ans en fait de marketing intense et violent, surtout auprès de nos enfants, dès en fait les maternelles, et c'est un travail qui est colossal en fait. Voilà, vous parlez du travail fait par le marketing sur nos enfants, vous dites par exemple qu'une des premières choses à faire pour désobéir quand on parle d'alimentation, c'est de sortir de la standardisation des goûts. On nous a imposé des goûts et parfois quand on propose un vrai fruit à notre enfant, il va pas l'aimer alors qu'il aime le yaourt aromatisé à la fraise, il va pas vouloir manger la fraise par exemple. Les 10 premières années en fait des enfants sont capitales pour le marketing. On leur apprend à raisonner comme l'industrie agroalimentaire le souhaite. C'est-à-dire qu'on leur façonne leur goût, on leur façonne leur envie, leur désir et leur caprice. C'est orchestré. Dès les premières 14 minutes, on appelle ça les 14 minutes du petit déjeuner le matin, où on les met, le bol de céréales, le lait, le jus de fruits, tout ce qui correspond en fait au lobby de l'industrie agroalimentaire. Voilà, et c'est ce qui est sur la couverture de votre livre, sucre, laitage, gluten. Bref, malbouffe. Pourquoi le sucre, les laitages et le blé, vous êtes un petit peu vent debout contre ces trois produits clés? Parce que la désobéissance alimentaire, elle est contre l'innovation. Et c'est formidable parce que les 40-50 dernières années qui ont eu le vent en poupe au niveau de l'industrie agroalimentaire, de l'alimentation industrielle, ce qui rapporte le plus, c'est 172 milliards d'euros par an, la bouffe. Donc en fait, c'est un marché qui est colossal. Et ce qui est facile à produire, surtout quand on les a transformés, c'est le blé, le lait et le sucre. Et c'est des produits qui sont très rentables. Donc du coup, ils deviennent, c'est drôle, mais ils deviennent nécessité.
pour nos organismes, alors qu'on sait très bien que ça peut être l'inverse. Bien sûr, et on est tellement habitué que notre cerveau nous les réclame en permanence, il faut juste se déshabituer. Alors, pour être très pratique, la désobéissance alimentaire, puisque vous avez créé ce concept, en tout cas ce terme, la désobéissance alimentaire, vous me dites, ça passe par 7 étapes. Est-ce que, très rapidement, on peut lister ces étapes, et est-ce que c'est facile à adapter chez soi ? D'accord. Alors j'ai pris des notes pour que ça aille beaucoup plus vite. Déjà, il faut échapper au mode. L'innovation, c'est terrible parce qu'en fait, l'innovation nous pousse à des nouveautés qui nous fait surconsommer. Donc on évite tous ces phénomènes de mode. Le deuxième, c'est refuser d'être gavé comme des oies parce que on a aujourd'hui affaire à des produits, je pense au glucose, fructose en particulier, qui n'est plus un aliment mais qui est un produit transformé issu de l'industrie agroalimentaire. On appelle ça le cracking ou les aliments ultra transformés. Donc stop, basta. Le troisième, c'est revenir à une autonomie alimentaire. Ça paraît très très simple, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on a des influenceurs qui jouent sur notre dopamine et le sucre est un excellent en fait booster de dopamine. Donc on pense que c'est le bonheur alors que c'est juste un plaisir. Le quatrième, c'est retrouver un bon sens. Alors, c'est celui qui paraît le plus évident, mais on l'a perdu. Et c'est quoi par exemple le bon sens alimentaire ? Alors le bon sens, c'est cuisiner, vous dites. Oui, tout simplement. Tout à fait. On prend des produits bruts. Alors c'est cuisiner, c'est apprendre et transmettre à ses enfants. Il faut apprendre et transmettre. Ça, c'est vraiment le plus pragmatique de cette désobéissance. Il y a acheter utile. On s'est rendu compte pendant le confinement que l'industrie avait souffert du futile, parce qu'on finissait par acheter que l'utile. Donc c'était un marqueur très très fort pendant le confinement. Cuisiner simplement, c'est-à-dire qu'en fait on reprend des produits bruts. Et le dernier, c'est ne plus surconsommer. Je fais allusion surtout à ces temples de la consommation où plus il y a d'humains, et plus c'est déshumanisé en fait. Donc on revient sur les marchés sans concession. Quand on a des escrocs, on les fuit. Et on retourne sur les marchés, on retourne chez les artisans. Très bien, donc on fuit les temples de la consommation. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Emmanuel Bagès, qui est membre du collectif écologiste donc Extinction Rébellion. Cette association, elle s'est créée en 2018. Pour quelles raisons elle s'est créée à la base ? En fait, au début, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, le mouvement Rise Up, dont la plupart des membres étaient des scientifiques. Et la science est unanime face à l'urgence climatique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il est international. C'est de la désobéissance civile en lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement écologique. D'accord. Alors, on va voir des exemples précis. Mais juste avant, vous prenez la désobéissance, mais dans la non-violence. Alors, ça c'est important. C'est très important. Est-ce qu'on a du poids quand on désobéit dans la non-violence ? L'idée, c'est que depuis 2 ans, on a vu une augmentation des violences policières. Il y a eu une vraie militarisation du maintien de l'ordre, intervention de la BAC, utilisation d'armes paramilitaires. Donc on en arrive à un point où bientôt on n'aura plus le droit de manifester démocratiquement. Voilà. Alors, à leur décharge, il y a aussi parmi les manifestants souvent des gens un petit peu plus violents qui ne sont pas forcément des militants de votre association. Dans le cas des militants écologistes non violents, on est de plus en plus traités comme des terroristes, alors qu'on est fondamentalement non violent. Et l'idée, c'est vraiment de garder cette stratégie non violente pour éviter une escalade de la violence avec la police et surtout éviter une politique sécuritaire, autoritaire qui pourrait très facilement glisser vers des lois antidémocratiques. C'est ce qui nous guette. Comme on a très peu de temps et pour que ce soit concret pour tout le monde, quelle est par exemple l'action qui a porté ses fruits, à laquelle vous avez participé récemment ? Alors, on a eu plusieurs actions qui ont eu des résultats très concrets, notamment en Angleterre. Donc, il y a eu le blocage de l'aéroport d'Heathrow, qui devait donc être étendu avec une 3e piste. Voilà. Et vous, basé à Marseille, vous allez à Londres quand c'est comme ça pour aller... On va souvent à Paris, d'ailleurs. Mais dans le cas, je prends cet exemple-là parce que le bilan a été très positif, puisque le projet a été radicalement abandonné. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une consultation publique pour un projet d'extension de l'aéroport de Marseille qui risque de mobiliser la plupart des militants écologistes. Très bien. Projet pour l'environnement pour vous et puis projet à court ou moyen terme pour vous dans l'alimentaire. Ce serait quoi pour l'environnement ? Un projet ? Oui. Déjà, nous, on demande la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre et surtout la création d'assemblées citoyennes au niveau régional et national sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, qui pour nous est une façon de démocratiser, donc d'impliquer à nouveau les citoyens dans des problématiques territoriales à côté de chez eux. Qui leur ressemble. Bien, Extinction Rébellion sur Internet, si on a envie d'en savoir plus, c'est peut-être de militer à vos côtés de façon non violente, et c'est ce qui nous plaît bien aussi dans cette forme de désobéissance. Votre projet ? Ce qui manque, c'est un lobby consommateur.
Personne ne nous défend à Bruxelles, en fait. Il faudrait qu'on ait cette idée d'arriver à se regrouper pour aller défendre l'avis du consommateur quand il y a un enjeu alimentaire. Aujourd'hui, on est habitué à la République, res publica, tout ce qui est public. On est habitué à tout ce qui est res privata, c'est tout ce qui est de l'ordre privé. Il va falloir intégrer le res communis, c'est tous les biens communs que l'on doit partager et défendre. Et ça passe par les réseaux sociaux. Ça passe par les réseaux sociaux en partie, ça passe par l'éducation, en fait, par l'éducation. D'accord. Et se regrouper pour dire stop à ce marketing qu'on nous envoie tous les jours et qui nous dicte ce qu'on devrait faire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés autour de cette question. Faut-il désobéir pour créer un monde nouveau? Je vous propose de terminer cette séquence avec un extrait du film qui vous attend ce soir à 23h05 et où l'on va parler de la pollution autour de Fos-sur-Mer. Je vous propose de regarder cet extrait. Voilà, tout ça, c'est des courriers Nicolas Hulot. Voilà. Ça, c'est Ségolène Royal. Ça, c'est le préfet d'Istra. Ça, c'est la ministre de la Santé. Ah, c'est complètement fou, quoi. Complètement fou. La plupart de ces lettres sont restées sans réponse. Mais Daniel n'abandonne pas pour autant. Face à l'inaction de l'État, il ne voit maintenant plus qu'une solution, déposer une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour l'instant, il n'a que 12 plaignants avec lui. Il doit convaincre d'autres habitants de le suivre dans cette nouvelle bataille. Nous l'accompagnons à l'une de ces réunions. Là, on voit très bien la fumée noire de l'incendie. Mais là, on voit très bien aussi le panache que fait l'agglomération. Si je retrouve la photo vraiment que j'ai de l'autre côté, alors là, on voit l'orange, mais c'est à couper au couteau aussi. Lorsqu'on voit les fumées oranges, c'est ce qu'il y a de plus terrible, on ne s'en rend pas compte. C'est moins impressionnant que ces grosses fumées noires qui nous envahissent, mais c'est ce qui nous tue, quoi.